cortège de l'anneau de Jeanne d'Arc, qui va rentrer dans cette cour dans quelques instants. Entendez-vous le cri de Jeanne qui monte déchirant les cieux? Petite flûte dans les flammes qui pleure le dernier adieu.
Chers amis venus de toute la France, pour voir aujourd'hui l'anneau de Jeanne d'Arc de retour sur notre terre de France, à nouveau je vous souhaite la bienvenue. Et je voudrais simplement vous dire qu'il y a quelques jours, lorsque nous avons appris que l'anneau de Jeanne d'Arc était vendu aux enchères à Londres, notre cœur de Puy-Follet, notre cœur de Français, amoureux passionné d'histoire de France, n'a pas hésité un seul instant. Mais le Puy du Fou n'aurait jamais pu rendre à la France ce symbole sans l'aide spontanée et immédiate de nombreux donateurs qui sont ici avec nous dans cette cour. Je tiens à les saluer devant vous et à les remercier chaleureusement pour leur aide si décisive. Les dons proviennent de toute la France et sont de montants si divers qu'ils reflètent bien l'amour que notre pays, tous milieux sociaux confondus, porte à la plus grande héroïne de l'histoire de France. Cet anneau, scientifiquement daté du XVe, en argent plaqué or, cet anneau, Jeanne le reçoit de ses parents dans sa petite enfance. Elle le conserve au doigt toute sa vie, jusqu'à sa capture. Il a connu toutes ses batailles, jusqu'à ce que les accusateurs de la petite Lorraine prêtent à cet anneau un rôle douteux, certains prétendant même qu'il confère à la future sainte des pouvoirs de sorcellerie. Les Anglais et les ennemis de Jeanne confisquent alors, sous ce prétexte, l'anneau et le confient au cardinal anglais Beaufort, qui le donnera à son tour au roi d'Angleterre. Voilà donc 600 ans que l'anneau de Jeanne était prisonnier des Anglais, passant de main en main, sans jamais retrouver son pays, si ce n'est pour une exposition temporaire en 1956. Jeanne attendait donc depuis 1431 cette ultime victoire que nous lui avons offerte ensemble. L'histoire retiendra qu'en 2016, l'anneau de Jeanne d'Arc est revenu en France pour toujours. Je passe maintenant la parole à Maître Jacques Trémollet, avocat qui vient de commettre un livre qui s'intitule Le procès de Rouen et qui va nous dire quelques mots sur Jeanne. Au milieu d'une longue audience où Jeanne affronta 59 juges, que l'évêque Cochon, qui présidait les débats, aborda la question de l'anneau. Comme il le faisait toujours, il commença par un détour pour tenter de prendre l'accusé par surprise, car l'anneau était sa seule pièce à conviction. Et il allait lui permettre de trouver que Jeanne était bien une sorcière. Il commença donc par lui parler aimablement des saintes qui lui apparaissaient, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, allant même jusqu'à lui demander si Sainte Marguerite parlait anglais. À quoi Jeanne répondit en souriant: « Comment parlerait-elle anglais, puisqu'elle n'est pas du parti des Anglais ?» Puis il questionna: « Sur leur tête, les saintes, avec des couronnes, y avait-il des anneaux d'or ou autrement ?» Jeanne resta sur une prudente défensive. « Je n'en sais rien. » Alors le juge, brusquement: « Et vous-même, n'aviez-vous pas certains anneaux ?» Et Jeanne, qui le voyait venir, répliqua avec une vivacité qui nous surprend encore: « Vous, évêque, vous en avez un à moi, rendez-le-moi. Les Bourguignons ont un autre anneau, mais montrez-moi cet anneau si vous l'avez. » Cochon continua: « Qui vous donna l'anneau qu'ont les Bourguignons ?» Jeanne répondit: « Mon père ou ma mère. Il me semble qu'il y avait écrit Jésus-Maria. Je ne sais qui le fit écrire, et il n'y avait pas de pierre à ce qu'il me semble. Et l'anneau me fut donné en la ville de Domrémy,
Mon frère me donna un autre anneau que je vous charge de donner à l'Église. L'évêque en vint alors à ce qu'il cherchait, le pouvoir magique de l'anneau. N'avez-vous guéri personne avec l'un ou l'autre de vos anneaux? Jeanne, jamais je n'ai guéri personne avec le moyen des 10 anneaux. Le samedi suivant, 3 mars, l'évêque revient sur la question autrement, en interrogeant Jeanne sur les bébés que les mamans venaient lui conduire pour qu'elle les mène au fonds baptismaux et qu'elle leur donne un prénom en étant leur marraine. Charles, le prénom du roi pour les garçons, et Jeanne pour les filles. Et il ajoute, les bonnes femmes de la ville, touchaient-elles de leurs anneaux à l'anneau que vous portiez? Jeanne répond, maintes femmes ont touché à mes mains et à mes anneaux, mais je ne sais point leur cœur, ni leur intention. Le 17 mars alors, n'ayant toujours pas trouvé, dans l'après-midi, Jeanne est interrogée dans sa prison. De quelle matière était l'un de vos anneaux où il a été écrit Jésus-Maria? Jeanne, je ne sais proprement. S'il est d'or, il n'est pas d'or fin. Je ne sais s'il est or ou laiton. Je pense qu'il y avait 3 croix et non un autre signe que je sache, excepté Jésus-Maria. Alors le juge revient. Pourquoi regardiez-vous cet anneau quand vous alliez en fait de guerre? Jeanne, par plaisance et pour l'honneur de mon père et de ma mère. Et puis, comme elle savait qu'il cherchait une chose surnaturelle dans l'anneau, elle ajoute ceci qui ne lui était pas demandé. Et moi, ayant mon anneau à mon doigt, j'ai touché à Sainte Catherine qui m'a paru visiblement. Voilà le seul surnaturel que Jeanne a reconnu dans cet anneau, mais ce n'est pas rien. Ça suffit pourtant pour qu'à l'article 20 de l'acte d'accusation qui lui fut lu le 27 mars 1431, et c'est la dernière mention dans le procès, le promoteur écrira « La dite Jeanne a mis un sort dans son anneau ». De Jeanne, il ne devait rien rester, il ne devint objet de vénération et source d'énergie. Maintenant, l'objet de vénération est déjà là. La source d'énergie le sera pour les temps nouveaux qui s'annoncent, un vrai printemps pour cette terre que Jeanne appelait le Saint Royaume de France. Nous allons entendre maintenant les mots de M. Franck Ferrand, grand historien, bien connu des Français, car par ses talents de conteur, il a su mettre à la portée du grand public toute la grande et belle histoire de France. 6 siècles. 6 siècles d'exil. 6 siècles d'exil en terre anglaise. Et voilà l'anneau revenu. Voilà l'anneau de retour à la maison sous ce merveilleux soleil de Vendée. Il arrive parfois que la vie nous fasse de sublimes présents. Je pense que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons vraiment tous qui sommes ici, vous qui êtes venus de partout, nous avons beaucoup de chance, car nous vivons un véritable moment de retrouvailles. En écoutant Jacques Trémollet de Villers à l'instant, je me disais somme toute que ce vestige de l'histoire, que cette bague de Jeanne, que cet anneau, avait d'abord et surtout été considéré comme une pièce à conviction. On accusait Jeanne d'avoir utilisé sa bannière
d'avoir utilisé l'épée de Fierbois comme des talismans. On l'accusait d'avoir usé de cet anneau pour des actes de sorcellerie. Pauvre juge de Rouen, qui croyait voir partout de la magie noire et ne savait pas voir la magie blanche. Il ne comprenait pas la magie de cet anneau familial, de cet anneau dédié à Jésus et Marie, de cet anneau dont les pièces du procès de Rouen nous apprennent précisément qu'il était ce que Jeanne regardait à chaque fois qu'elle allait mener quelque action de guerre, nous dit-on. C'était en quelque sorte, pour elle, un symbole, et ça l'est pour nous. Jeanne est celle qui nous parle. Il n'y a pas seulement, vous savez, les pièces du procès de Rouen, si magistralement commentées par Jacques Trémollet. Il y a évidemment ce procès de Poitiers dont nous ne savons pas tout, puisque les pièces nous ont échappé, malheureusement, mais dont nous sont parvenus quelques échos extraordinaires. Jeanne parle aux docteurs en théologie de l'Université de Paris réunis à Poitiers par les soins de Yolande d'Aragon. Et que leur dit-elle? Elle leur parle d'une manière lumineuse. Elle est une sorte de vecteur cristallin. Comment vous parlent vos voix? Demande un des juges. Mieux que vous, répond-elle. Croyez-vous en Dieu? Demande un autre. Bien mieux que vous. Il y a chez Jeanne, et on retrouvera cette extraordinaire ferveur, cette simplicité mêlée à toute la force de la foi, à toute la vigueur que donne la certitude d'un juste combat. On retrouvera cela, bien entendu, pendant toute la durée du procès de Rouen. Le verbe de Jeanne nous anime aujourd'hui, car Jeanne est aussi celle qui nous relie à une forme de transcendance. Elle est en quelque sorte un lien vers des forces qui sont des forces célestes. J'ai souvent, vous savez, au cours des dernières années, mis en cause la version officielle de l'épopée joannique, qui voudrait faire de Jeanne d'Arc, en quelque sorte, un miracle permanent, qui nous montre cette petite paysanne se présentant seule à Charles, celui qui va être bientôt sacré, le roi Charles VII, celle qui prendra la tête de l'ost royal, qui ira libérer Orléans, qui fera sacrer le roi. Tout ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Mais jamais je n'ai remis en cause la puissance d'illumination de Jeanne. Elle est, pour nous, une sorte de lumière. Il y a un mystère joannique, et d'ailleurs, Jacques Trémollet le répétait il y a un instant, elle dit bien qu'ayant son anneau au doigt, elle a touché à Sainte Catherine. Jeanne est peut-être surtout celle qui nous émeut. Disons-le, chacun à sa manière, nous sommes peut-être un peu tous amoureux de Jeanne. Je vous raconte une courte anecdote. Il y a quelques années, on me demande d'assister, c'était à l'occasion du 900e anniversaire de l'abbaye de Thiron, on me demande d'assister à un concert que donnait Laurent Voulzy. C'était en plein champ. Et il y avait une foule qui, exactement comme vous aujourd'hui, s'était spontanément réunie dans ce champ, en pleine campagne beauceronne, et qui écoutait chanter Laurent Voulzy. Et puis à un moment, Voulzy s'est mis à chanter Jeanne. Vous connaissez cette chanson extraordinaire, Jeanne. Et là, j'ai vu cette chose inouïe. J'ai vu cette foule se lever. J'ai vu tous ces gens, un à un, sortir d'eux-mêmes en quelque sorte et faire un triomphe, non pas au chanteur, non pas à la chanson, mais à celle à qui on déclarait sa flamme. Jeanne est celle qui nous unit tous, qui que nous soyons, quelles que soient nos origines,
Quelles que soient nos convictions religieuses ou politiques, Jeanne est un symbole, le symbole d'une forme de résistance, le symbole d'une forme d'énergie. Elle est le symbole d'un amour du pays. Voilà pourquoi cette merveilleuse relique ne devait pas finir derrière la vitrine blindée d'un musée. Voilà pourquoi elle se devait de revivre dans un lieu de vie, dans le lieu de l'histoire. Voilà pourquoi il fallait que ce symbole soit ici, au Puy du Fou. Et vous savez que 2 membres de la maison du Puy du Fou, Yvon et Guyon, ont été compagnons de Jeanne. Voilà pourquoi il fallait que cet anneau soit ici, comme une présence vivante, comme un symbole vivant. N'oublions jamais qui était Jeanne, et bien entendu n'oublions pas le plus important peut-être, qu'elle était une femme. Je voudrais citer ici un historien souvent contesté, mais vous savez que la contestation est un sport national en France, nous l'avons vécu pendant toute cette semaine. Je voudrais citer Jules Michelet, bien sûr. Souvenons-nous, dit-il, souvenons-nous, Français, que la patrie, chez nous, est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a versé pour nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis Puy-Folais, je voudrais d'abord à mon tour remercier tous les Français qui sont venus de loin pour participer à cette cérémonie dont chacun sent bien l'importance et la charge symbolique. Je voudrais aussi remercier à mon tour les donateurs et remercier tout spécialement l'armée française, le bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le général Blachon qui commande l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et qui est parmi nous. Et je voudrais aussi avoir un salut particulier pour le général de Saint-Chamas qui commande toute notre région et qui nous a délégué la musique de la région Terre Ouest. Magnifique musique, l'une des plus belles de France. Pourquoi l'armée? Pourquoi Saint-Cyr? Pourquoi les musiques que nous allons entendre? Parce que dans l'histoire de France, Jeanne est reçue dans les milieux militaires, d'où une promotion de Saint-Cyr qui s'appelle la promotion Jeanne d'Arc en 1893. Jeanne est reçue comme le plus grand chef de guerre de l'histoire de France. Et donc il était naturel que le bataillon de Saint-Cyr soit là. Mais ce que je vais vous apprendre, c'est que tous les Cyrares qui sont ici ne sont pas venus sur l'ordre du général. Le général leur a dit, ceux qui veulent venir dimanche prochain peuvent s'inscrire. Mais c'est volontaire. Chers amis, vous avez ici le château Renaissance
construit par Catherine Dupuy-Dufou sur les plans dessinés par le prix Matisse. Mais vous avez un peu plus loin la tour octogonale qui date du XVe siècle. De la petite fenêtre que vous apercevez, une femme en larmes s'est penchée pour assister au cortège funèbre. On ramenait son fils Guyon, mort à Orléans, aux côtés de Jeanne d'Arc. Le cortège a pénétré par le porche dans la cour, comme l'anneau tout à l'heure. Il est entré dans la chapelle. Marie-Magdeleine, créée par la famille Dupuy-Dufou. Et donc il était tout naturel que ce lieu pût un jour recevoir une relique, la seule relique de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. En écoutant Jacques, Franck et le président du Puy du Fou, Nicolas de Villiers, qui a organisé toute cette journée. Bravo. En les écoutant, je pensais à deux choses. D'abord, pour ceux qui aiment la littérature, sans aimer l'histoire, mais simplement la littérature, c'est quand même le plus grand génie allégorique que l'histoire ait jamais déposé dans notre littérature. Vous avez entendu les minutes du procès. Et c'est aussi, et Franck l'a dit après Jacques, le plus beau trait d'union que l'histoire de France ait jamais inventé entre le ciel et la terre. Lorsque Jeanne se morfond dans la pénombre de son cachot, dans la tour du château de Beauregard, elle espère encore. Elle espère encore être libérée. Elle espère encore être rachetée par le roi, par ses capitaines, La Hire, le Beau-Duc, Dunois, le frère Pasquerel. Elle espère. Mais rien ne viendra. Il suffirait de réunir 10 000 écus. On ne trouvera pas la somme. Elle est prisonnière de guerre. Il suffit de payer la rançon. Ainsi sont les usages de l'époque. On ne trouvera pas les 10 000 écus. Alors, elle sera vendue, mise aux enchères. Eh bien, 600 ans après, nous avons trouvé les 10 000 écus, c'est-à-dire les 350 000 euros en 12 heures, et nous avons gagné l'enchère. De Jeanne d'Arc. Ainsi était la volonté des Bourguignons et des Anglais. De Jeanne d'Arc, il fallait qu'il ne restât rien. Rien que des cendres. Rien, aucune trace, aucun souvenir. Alors on la brûla sur la place du Vieux Marché. Terreur du bourreau qui, regardant le bois calciné, s'aperçoit que le cœur de Jeanne est intact. Alors il brandit le cœur avec une pelle, on apporte un sac, on jette le cœur dans un sac qui lui-même est jeté depuis le pont Mathilde au moment des vêpres. Et pendant les vêpres, le sac roule dans le courant. C'est fini. C'est fini puisque les deux anneaux de Jeanne, celui de son frère, celui de son père et de sa mère, ont été confisqués. Ont été confisqués pas seulement comme pièce à conviction, mais aussi parce qu'il est nécessaire qu'il n'y ait
aucune source d'inspiration pour un culte de celle qui deviendra Sainte Jeanne d'Arc. Et voilà que l'anneau, après 600 ans d'exil, est revenu en France. Alors on peut dire, c'est un petit bout de France qui revient. C'est un peu de lumière, un peu de sa lumière, une lueur d'espoir, un petit morceau d'espoir, une parcelle de nos grandeurs déchues qui s'apparentent à la gloire, à la grandeur, au sacrifice. Mais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a dans le périple de l'anneau, depuis son retour, un élément nouveau. Depuis hier. Un élément nouveau qui nous arrive du Royaume-Uni. Le gouvernement anglais a adressé à notre avocat, Maître Terrasse, qui est en même temps, je le souligne, l'avocat à Londres du gouvernement français. Le gouvernement anglais a adressé à notre avocat une demande inouïe. Cette demande inouïe, c'est le retour de l'anneau à Londres. En effet, nous dit-on, le Conseil national des arts, the Arts Council, si j'avais pas été polyglotte, on n'aurait jamais réussi à l'avoir, l'anneau. The Art Council, c'est-à-dire le Conseil national des arts, qui est la grande autorité culturelle, nous a fait savoir qu'elle considérait que l'objet pouvait faire partie, et faisait probablement partie, je cite, des objets à haute valeur symbolique nationale. Je parle du patrimoine anglais. Et qu'à ce titre, l'objet devait faire l'objet d'une législation particulière. Attendez la suite. Et là, on demande, mais quelle est cette législation particulière, puisque le président du Puy du Fou, quand il est allé en avion chercher l'anneau, n'a pas été inquiété à l'aller, pas inquiété au retour, il a passé la douane, on lui a demandé de remplir des formulaires, il a tout rempli, on lui a jamais parlé d'une formalité supplémentaire. Ah, voilà la formalité supplémentaire. Le gouvernement anglais se base, se fonde, établit sa sommation de rapatrier l'anneau, je vous le donne en mille, sur un règlement de la Commission européenne. Mais chers amis, c'est comme le temps qu'il fait, c'est magnifique. Il va donc nous falloir obéir et au gouvernement anglais et à la Commission de Bruxelles. Ça fait beaucoup. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'obtenir une licence d'exportation prévue par le fameux règlement de la Commission de Bruxelles. Mais, nous a-t-on ajouté, il y aura, lorsque l'anneau sera retourné à Londres, rapatrié, il y aura la possibilité pour le Conseil des arts et pour le gouvernement anglais de préempter l'anneau de Jeanne d'Arc pour le confier à un musée du Royaume-Uni. Le gouvernement anglais
au moment de la mise aux enchères. Il ne l'a pas fait et aujourd'hui, ayons une pensée pour lui. Il le regrette. Alors sans doute êtes-vous impatient, après avoir eu la version anglaise, d'avoir la réponse française. Voici la réponse du Puy du Fou. Elle est nuancée, équilibrée. Premièrement, nous avons, avec nos juristes, et il y en a sur cette estrade, vérifié le fameux règlement européen. Or, le règlement européen dit les biens culturels, certains biens culturels sont soumis à une licence d'exportation lorsqu'ils franchissent les frontières de l'Union européenne. C'est comme les pots de Brexit. Ça veut dire que dans l'esprit des Anglais, si on nous applique une licence d'exportation, c'est qu'ils pensent à un Puy du Fou exit. Ouais, c'est ça. Qui quitterait l'Union européenne. Mais ça n'est pas du tout notre intention. On est en France, on y restera. Et donc, s'il y a une législation anglaise qui est dérogatoire au règlement européen, eh bien, je vous le dis, ça va vous paraître bizarre, moi j'applique le règlement européen. Et je m'engage devant vous à ce que l'anneau ne quitte jamais les frontières de l'Union européenne. Deuxièmement, la réponse du Puy du Fou. Deuxièmement, cette demande inouïe du gouvernement anglais nous comble. Elle nous ravit. Pourquoi? Vous l'avez compris vous-même. C'est une demande qui vient souligner l'authenticité de l'anneau de Jeanne d'Arc vu du côté anglais. Nos amis anglais, parce qu'on prépare un spectacle, Nico, il faut quand même le dire, on prépare un spectacle à Bishop Auckland pour le 2 juillet prochain, donc on n'a aucune intention de se fâcher avec nos amis anglais, et on est très amis avec eux, et c'est merveilleux de voir les liens entre les Puy Follets et les Anglais. Nos amis anglais doivent comprendre que le Puy du Fou mettra tout en œuvre pour remplir des formulaires s'il y a d'autres formulaires à remplir. Nous n'avons aucune intention d'y échapper. Mais la question n'est pas là. Alors la question que nous nous posons avec le président du Puy du Fou et la présidente de Puy du Fou Espérance, René Bossard, l'âme du Puy du Fou depuis 38 ans. La question que nous nous posons, eh bien, je vais vous la poser. L'anneau de Jeanne d'Arc appartient-il au patrimoine culturel de l'Angleterre? Quelle est la réponse? Je n'ai pas entendu. J'ai compris la réponse. Alors maintenant, je vous pose une autre question. L'anneau de Jeanne d'Arc appartient-il au patrimoine de la France? Alors, nous porterons dès demain matin notre réponse, votre réponse, au gouvernement anglais. La réponse du peuple français.
mais nous sommes ouverts au dialogue avec les Anglais. Et donc, nous leur disons ce soir, et je vous demande d'applaudir ce propos parce qu'il est très important pour les Anglais. On n'est pas là pour les blesser. Mais sur les Anglais, si vous voulez voir l'anneau, vous venez ici. Welcome to the Puy du Fou. Pour le reste, it's too late. Ce qui veut dire en français, c'est trop tard. L'anneau est revenu en France et il y restera. Que vive Jeanne d'Arc, que vive Sainte-Jeanne d'Arc, que vive la France! La jeune fille qui interprétait Jeanne d'Arc dans son enfance, à l'âge précisément où elle a reçu cet anneau, s'appelle Clarisse et elle va nous adresser quelques mots. Jeanne, c'est à vous que je m'adresse en vous écrivant cette lettre. Je m'appelle Clarisse. L'an dernier, l'Académie junior du Puy du Fou a représenté l'histoire de votre vie. On m'a choisi pour les scènes de votre enfance. J'étais Jeanne de Don Rémy. Je courais, je chantais dans la vallée des couleurs de vos couleurs. Un jour, dans une vive clarté, j'entendis une voix. Va, va, fille au grand cœur. Alors, ce matin-là, j'ai embrassé mon anneau qui avait touché Sainte Catherine. Ce fut une grande joie pour moi de vous représenter, Jeanne, la fille de France. Puis, l'an dernier aussi, j'ai découvert une lettre de mon arrière-grand-père, envoyée depuis la tranchée des baïonnettes. Il écrit au crayon à notre famille. Tous les jours, j'implore le secours de Jeanne d'Arc. Elle me donne le courage de vivre. Alors, il est revenu blessé, mais vivant. Alors de cela, pour mon arrière-grand-père et tous les autres, je voulais vous remercier. Vous êtes la vie, Jeanne. Vous êtes dans nos vies. Jeanne, merci d'être revenue en France. Nous allons maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, assister à la levée des couleurs. C'est la garde d'honneur des capitaines de Jeanne qui va lever l'étendard de Jeanne sur une musique qui va être interprétée par la musique de la région Terre Nord-Ouest. Cette musique, c'est la marche de Robert Bruce. C'est précisément cette musique qui a été jouée lorsque Jeanne est entrée victorieuse à Orléans en 1429.